Alors c'est un grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui ne vient pas de bien loin, Nadia Taïbi. Autre paradoxe, j'allais dire, on ne la présente plus. Disons. Pas besoin de la présenter, mais on la présente quand même. Donc, elle enseigne la philosophie. Oui. Elle est doctrice en philosophie, néologisme. On ne dit pas docteur, Voilà, elle a travaillé beaucoup sur le travail, et en particulier sur la philosophe Simone Weil, qui elle-même, par son engagement dans l'usine, etc., a développé une réflexion sur le travail. Et Nadia a publié un ouvrage, Le travail à l'usine, c'est ça, Simone Weil. Voilà. Et par ailleurs, elle travaille par son engagement personnel et par sa réflexion sur l'incarcération, sur, on pourrait dire, les populations précaires, enfin, qui sont susceptibles d'être enfermées, et elle a publié un autre ouvrage sur la prison qui s'appelle « Ce qu'enfermer veut dire ». Absolument. Par ailleurs, une multitude d'articles dans, entre autres, la revue dont elle est rédactrice en chef, oui. Sens dessous. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, c'est déjà pas mal. Et là, elle va nous parler de quelque chose qu'elle connaît bien, hein, le criminel né. Je ne sais pas si elle connaît un criminel né, mais elle connaît bien le thème. Le concept. Parce que c'est peut-être moi le criminel né. C'est peut-être toi le criminel né. Bon. Et ben voilà, Nadia, je te laisse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation, Vincent. Bon, alors merci d'être là ce soir. Alors, effectivement, ça peut sembler étonnant dans le cadre d'une réflexion. Hein, je vous rappelle qu'on est dans un cycle sur la vie, d'aborder cette notion de criminel né. Bon, le titre est un petit peu, je l'avoue, sensationnel, c'est le côté pour marquer les esprits, c'est le côté publicitaire en fait. Mais au demeurant, il porte aussi une vraie signification philosophique, une vraie signification scientifique même si on verra les choses sont à questionner, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors si vous regardez donc le titre de la petite, la conférence, à peu près comme d'habitude, 40 minutes, et puis après je vous donnerai la parole, bien sûr, que je vous propose ce soir, c'est non seulement la figure du criminel né, mais ce qui est intéressant, c'est le sous-titre en quelque sorte, hein, c'est mesurer la valeur des vies. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'intéresse dans cette notion de criminel né, bon, d'abord, c'est une vraie notion historique hein, qui a existé, qui a été inventée par le premier criminologue qui s'appelle Cesare Lombroso, donc au XVIIIe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, et en fait qui invente la criminologie du même coup, donc l'étude du fait criminel. Alors on est tellement habitué en fait aujourd'hui à penser serial killer, n'est-ce pas, David Alexandre McCarthy. Donc on est tellement habitué en fait à ce qu'il puisse effectivement y avoir des criminels nés que souvent on oublie de faire l'effort qui consisterait à se demander si tout ça n'est pas en fait, tout ça n'est pas un petit peu trop, comment dire, comme si, enfin quelle réalité en fait à quelle réalité ça renvoie effectivement. Je refais ma phrase parce qu'elle n'était pas française. En somme, on pourrait presque aujourd'hui, à regarder les séries, à regarder même des articles parfois scientifiques, s'étonner du fait qu'on puisse interroger cette notion. En réalité, jamais aujourd'hui la notion de criminel né n'apparaît telle qu'elle. Cependant, ce qui apparaît de manière constante, c'est l'idée qu'il y aurait des déterminismes biologiques, des déterminismes sociologiques, qui pousseraient les uns plutôt que les autres à passer à l'acte criminel. Donc c'est pas vraiment tout à fait aussi caricatural que ce fut avec Cesare Lombroso, mais cependant, en fait, ce qui est intéressant dans cette notion, c'est sa puissance idéologique et à quel point elle est efficace sur le plan historique, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, j'ai envisagé de vous en parler aujourd'hui. En fait, si on remonte, alors le criminel né, qu'est-ce que c'est que l'idée, l'intuition en fait, sur laquelle je vais revenir, hein, c'est que le corps, les gènes en l'occurrence, puisque là, l'inné, quelque chose d'inné en nous, porterait des tares, alors serait, ou pas forcément nous, mais en tout cas, il y aurait des gens qui, dans leur corps, auraient fondamentalement une dimension criminelle. Donc le corps reflèterait, en quelque sorte, un désordre psychologique, un désordre tel qui produit la déviance, le crime, etc. Alors ce rapport entre l'âme et le corps, c'est pas nouveau, c'est pas Lombroso qui l'a inventé. Déjà les Grecs
en fait, avait un concept qu'ils appelaient le kalos, alors à l'époque de Platon, hein, où on disait que finalement le corps, l'équilibre du corps, reflétait l'équilibre de l'esprit. D'accord ? Donc la beauté, puisque c'est ça, le concept kalos, c'est beau. En fait, la beauté, c'est une question d'harmonie entre le corps et l'esprit. Si bien que nous sommes coutumiers de l'idée qui a traversé les siècles, que quelqu'un de fondamentalement laid, repoussant, ne peut pas être bon. C'est horrible ce que je dis, mais en réalité, le lait, d'abord qui est hyper difficile à décrire, et souvent, lorsqu'il est peint, lorsqu'il est romancé, ou lorsqu'on a des descriptions de la laideur, elle est associée à des caractéristiques morales. D'accord ? Ou alors à des monstruosités, typiquement Quasimodo, par exemple, hein, dans Victor Hugo. Vous savez Quasimodo, qui d'ailleurs est mis en contraste, je ne sais pas comment dire, est mis à côté de la femme dont il est amoureux, hein, Esmeralda, qui elle, au contraire, est une très belle gitane. Cependant, elle est gitane, donc il y a toujours comme ça un rapport du corps à ce que cela veut dire. Alors, par exemple, Esmeralda, son corps léger de gitane, c'est aussi l'idée que Esmeralda, c'est une femme libre. Et Victor Hugo décrit les traits d'Esmeralda, et derrière ces traits, il y a la description de qualité morale. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'histoire du criminel né, ce que je veux dire, c'est que ça ne tombe pas comme ça au 19e siècle, j'y arrive, hein, comme ça. C'est vraiment à la suite d'une longue réflexion sur le rapport du corps à l'esprit. Rapport extrêmement... Alors, dont les femmes, d'ailleurs, ont beaucoup fait les frais. Hein. Les femmes fatales, les femmes pas fatales, enfin, ils en passent, c'est des meilleurs. C'est-à-dire que, voilà, les dispositions des corps, et puis les femmes, en plus, ça renvoie aussi souvent à des humeurs. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, puisque sinon je vais m'éloigner, et je ne vais jamais arriver au criminel né, c'est pourquoi vous êtes là. Donc, l'invention du criminel né, donc je l'ai dit, c'était au 18e tout à l'heure, en fait c'est 19e, hein, c'est 1835 avec Lombroso. Ça fait suite en fait, on est au 19e siècle, donc on est dans une perspective, un rapport au corps qui se veut positiviste, disons scientifique. C'est-à-dire que là, plutôt que de simplement... Alors du coup, il va y avoir aussi un glissement, c'est-à-dire que tout d'un coup, le mal a moins la dimension morale ou métaphysique qu'il avait auparavant, et de plus en plus, le mal, c'est synonyme de déviance, de délinquance, de criminalité. En sachant que le crime, attention, c'est pas du tout... Quand on dit criminel né, j'y arrive, hein, on n'entend pas le criminel, enfin souvent dans le langage courant, criminel ça veut dire assassin, ça veut dire celui qui a quand même commis un crime, quoi. On confond crime et assassinat, en fait, hein. Déjà aujourd'hui encore, mais c'est-à-dire que là, de surcroît, quand on parle de criminel, on va le voir assez vite, on parle surtout d'individus déviants, qui correspondent pas à l'homme moyen, qui ont des vies déviantes, notamment les vagabonds. Hein, les premiers criminels sont des vagabonds. Bref, donc, 19e siècle, positivisme, n'est-ce pas ? Auguste Comte, ça vous dit peut-être quelque chose, je ne sais pas. Et on va se mettre à mesurer les corps et à essayer, du coup, de construire une sorte de science, progressivement, capable de prévoir, donc, à partir de la mesure des corps, le crime. Donc j'y arrive. Donc ça donne les dispositions physiques type du criminel. C'est-à-dire qu'on va, mais clairement, attention, je ne suis pas habituée à faire tout ça en même temps. Hop, lui, voilà. Clairement, alors ah oui, merci. Celui que vous avez au milieu, là, en fait, j'en ai pas encore parlé, c'est l'Akasan, c'est encore un autre. J'en parlerai ensuite. Là, en fait, vous avez, quand je disais mesurer les corps, au départ, c'est mesurer les crânes, en fait. Il va y avoir une espèce une science, c'est un Allemand, Joseph Gall, qui l'invente. Cette science, c'est la phrénologie. La phrénologie, ça précède juste la criminologie.
Alors la phrénologie, c'est un truc, enfin, comment dire, c'est une science, c'est un petit peu comme la bière qui n'a pas d'alcool, c'est-à-dire ça toutes les qualités de la science sans la scientificité en fait. C'est une idée un peu folle, mais qui a eu vraiment énormément de succès. L'idée qu'en fait on pouvait phrénologie, donc logie science, phréno cerveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, c'est la science du cerveau qui apparaît dans le crâne. J'essaie d'être sérieuse en disant ça. C'est-à-dire qu'il y aurait des régions du cerveau qui, en fait, attestent en fonction de la forme du cerveau et du crâne, du coup, qui en témoignent, en fait, on a certaines qualités morales qui sont plus ou moins développées. Alors, il y a des intuitions qui vont être reprises aujourd'hui, c'est pour ça que c'est marrant. Mais cependant, quand même, globalement, c'est quand même l'idée qu'on cherche à voir si, par hasard, on ne pourrait pas prévoir le comportement des individus en regardant comment leur crâne est fait, est constitué. C'est-à-dire, bon, là, pour le dire plus simplement, il y a peut-être une expression que vous connaissez tous, c'est la fameuse bosse des maths. La bosse des maths. Oh, il n'a pas la bosse des maths, celui-là. Enfin, en vrai, c'est vraiment, on pensait qu'il y avait une bosse des maths. Enfin, en l'occurrence, on pensait que certaines formes du crâne renvoyaient à certaines aptitudes, notamment les aptitudes à l'empathie. Je vous le donne en mille, évidemment, les tueurs n'ont pas d'empathie. Là-dessus, Lombroso, j'y arrive, Cesare Lombroso, lui, en fait, donc, écrit un livre qui va avoir un grand succès, qui s'appelle donc Le criminel né, et lui part du principe, s'appuyant sur la phrénologie, donc il y avait énormément d'expositions, etc., et lui part du principe qu'on peut créer une science, donc la criminologie, qui va s'appuyer sur l'idée qu'il y a des criminels nés. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dont on peut évaluer le comportement, etc., déjà déviant. Et puis, il y a des gens, ensuite, qui sont, par définition, irrécupérables. C'est-à-dire dont la nature est de commettre des crimes. Alors là, vous les avez à côté. Donc en général, ils ont quand même des mines assez patibulaires. Lombroso, il a fait des espèces de petits tableaux comme ça avec ses criminels. Vous les voyez. Ils sont effectivement pas très très ragoûtants. C'est eux. Donc ensuite, il fait des catégories. Il y a quand même des criminels qui sont plutôt des criminels d'occasion. Il y a différentes catégories de criminels. Alors ce qui est intéressant, évidemment, je continue, c'est que ça va servir une politique, la mise en place en fait d'une idéologie, disons, hygiéniste. On va aussi tenter comme ça de trier les individus en fonction de leur déviance, de leur difformité, en confondant du coup, c'est ça qui est intéressant, quand on dit criminel né, on confond la déviance, le fait de commettre éventuellement un crime, et le fait d'être criminel. Donc on en fait une nature, vous voyez. Donc on est encore dans une perception morale, en fait, et pas très scientifique, pour le coup. Alors je vous ai mis à côté, parce que pour vous montrer que, en fait, cette histoire de criminel, c'était, à l'époque, en fait, la mesure anthropométrique des déviances, elle va servir, en fait, à trier des individus dont on va juger certains absolument inaptes à la vie sociale. Donc on va tout confondre, l'alcoolique, lui aussi va avoir l'alcoolique, l'homme qui abandonne sa famille, et bien sûr les femmes prostituées. Il y a d'ailleurs le très beau film de Bonello sur, comment il s'appelle ce film déjà ? L'Apollonide. Merci. L'Apollonide ou le souvenir de la maison close, qui est sorti en 2011, qui fait référence directement à cette perception des prostituées. Et notamment, il fait référence à un texte d'une criminologue qui s'appelle Pauline Tarnowski et qui, en fait, reproduit, qui était une grande fan, admiratrice des travaux de Cesare Lombroso et qui va appliquer aux femmes prostituées les mêmes principes. C'est-à-dire qu'elle va produire différents textes, c'est une femme qui va avoir une grande renommée à l'époque, différents textes expliquant que dans la formation du crâne des prostituées, il y a ce penchant au vice nécessaire. Voilà.
Et en fait, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que ce sont des femmes, en général, rappelons les faits quand même, qui sont en général des femmes effectivement très pauvres, des vagabondes, et qui sont placées très jeunes dans des maisons closes. Et donc, on pourrait dire que le vice principal à ce moment-là, c'est la pauvreté pour le coup. Mais les deux sont liés. Et les deux sont liés puisque la pauvreté, voilà César, on dirait, on a envie de dire à César et Lombroso, bah d'accord, César, en fait, ce que tu n'aimes pas, toi, c'est les pauvres. Ben lui, au lieu d'avoir honte et dire, oui, alors je vais réfléchir, il va dire, oui, la pauvreté, c'est un vice, en fait. Et ça nous amène, en fait, j'avais décidé je fais un sourire à la caméra. J'avais décidé, voilà, hop, ce qui nous amène à... Ah ben non, je vous avais montré Lombroso tout à l'heure, j'avais dit que c'était la Cassane, bon, on s'en fichait un petit peu. Ce qui nous amène en France, pas très longtemps après Lombroso, en fait, quasiment en même temps, hein, parce qu'ils se connaissent, la Cassagne, Alexandre la Cassagne fonde en France ce qu'on appelle l'école de Lyon, donc la naissance de la criminologie, qui va être en fait, à ce moment-là, donc on part d'Italie, on n'est pas très loin, et à Lyon, la Cassagne crée une école. Sauf que la Cassagne, je dirais, est un peu plus intéressant peut-être que Lombroso, au sens où il va enrichir l'intuition de Lombroso. Alors, il reste sur l'idée qu'il y a des déviances innées, mais il se dit, parce qu'il y a aussi, à ce moment-là, dans l'histoire, la naissance de la sociologie. La sociologie, c'est l'idée qu'en fait, on est déterminé par des faits sociaux, ou plutôt que des faits sociaux existent et que l'individu n'est pas détaché complètement du milieu dans lequel il est né. Ce qui n'est pas faux, en demeurant. Et ce qui peut, alors la sociologie, elle peut avoir un côté très émancipateur, puisque à partir du moment où je sais que j'appartiens à un milieu avec telle ou telle donnée, je peux agir sur ce milieu, éventuellement pour le modifier. S'il produit des déviances, admettons, ou s'il produit du malheur. Bon, ce n'est pas exactement ça l'idée au départ de la Cassagne. Cependant, alors lui, la Cassagne, il va renforcer, il va modifier un petit peu l'intuition de Lombroso en disant que, certes, il y a des déterminismes biologiques, mais ça correspond aussi à à des déterminismes sociologiques au milieu. Donc, en fait, il va carrément penser les choses de manière un petit peu... il va faire une sorte de tableau, la Cassagne, où il va dire, voilà, telle disposition physique produit tel ou tel comportement, et donc transforme le milieu. Donc le milieu, en fait, à la fois, c'est ce qui me constitue, mais en même temps, quand moi, j'ai un patrimoine génétique, on ne parle pas comme ça à ce moment-là, hein, mais quand j'ai cette espèce d'appétence au crime, ben, je peux aussi corrompre le milieu. Alors pourquoi je dis c'est plus riche que Lombroso? Parce que quand même, il y a cette histoire de milieu. Et donc, progressivement, donc, la Cassagne va affirmer, lui, que on peut peut-être trier les criminels. Il y en a qu'on peut peut-être sauver. Ceux qu'il appelle les criminels d'occasion. D'accord? Alors après, si je rentre dans le détail, on est un peu dans plein délire en fait. Hein. Parce que lui aussi, il s'arrête sur des régions du crâne qui correspondent à telle ou telle déviance. Je ne rentre pas là-dedans, c'est assez intéressant en fait. Hein. C'est même très très intéressant. Mais comme je veux dire autre chose ce soir, je ne vais pas m'arrêter parce qu'en fait, cette phrénologie, cette histoire de cerveau, ça peut sembler dingue. Et en même temps, quand on lit aujourd'hui certains textes scientifiques sur les déterminismes génétiques et la violence et qu'on voit ce qu'on peut donner à des enfants, par exemple, pour les calmer physiquement, bah, on n'est pas si loin, en fait. Donc finalement, c'est assez intéressant. Mais bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la discussion. Donc, alors lui, il va aboutir, ça va aboutir, la Cassagne, à l'idée qu'il faut donc distinguer trois types de criminels. Le criminel d'occasion, bon, lui, on peut faire quelque chose avec lui, on peut peut-être le corriger, on peut peut-être l'éduquer. Le criminel aliéné, bon, ce qu'aujourd'hui on appelle couramment le psychopathe, le zinzin. Non, pas le zinzin. Voilà, le criminel aliéné, celui qui est complètement en fait sous l'emprise de pulsions qu'il ne peut pas maîtriser. Et puis, enfin, ce qu'il appelle les incurables. D'accord?
ceux qu'on ne pourra absolument pas corriger. Alors, quand la Cassagne écrit, on est en pleine période, comme souvent, hein, où en fait, il y a une espèce de dangerosité nouvelle dans les rues. Il y a l'arrivée de petits délinquants, c'est la bourgeoisie, enfin c'est aussi le capitalisme qui s'installe, donc forcément des nouveaux délits, et il faut protéger les propriétaires, etc. Bref. Donc, ce qui est intéressant dans le projet de la Cassagne, intéressant si je puis dire, c'est que la Cassagne, en fait, donc là je vous l'ai montré, oui, ça c'est les blousons noirs, vous en avez peut-être entendu parler, vous savez. C'est pas les blousons noirs, les Apaches, qu'est-ce que je raconte, début du XXe siècle. Voilà. Donc là, il y avait une espèce de phobie, hein, comme le personnage qui est montré là sur l'affiche, hein, l'espèce de criminel, le voyou toujours là, avec des pauvres policiers qui se font tuer, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc des gens complètement sauvages, justement, qui sont montrés comme tels, avec un accoutrement particulier. Et donc, le petit journal, qui était un journal extrêmement lu à l'époque, hein, sous-titrait très 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 régulièrement sur les fameux Apaches. Et on vous dit là, l'Apache est la plaie de Paris. Hein, on était vraiment dans une... Comment dire, c'était fin comme titre. C'était tout à fait fin. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça, finalement, on s'en ficherait si ça n'avait pas donné lieu, si la Cassagne n'était pas un très grand ami de Gambetta, Léon Gambetta. Eh oui, ah oui. Léon Gambetta, 1880, donc voilà, fin du 19e siècle. Hein, il est président du conseil. Et en fait, la Cassagne va l'influencer, un peu comme aujourd'hui à think tank, on dirait, pour transformer en fait la justice pénale. Et c'est la Cassagne qui va pousser Gambetta contre l'avis, par exemple, de Clémenceau, que vous connaissez sans doute, pour en fait envoyer dans les bagnes ceux qu'il appelle les irrécupérables, c'est-à-dire les multirécidivistes, les délinquants multirécidivistes. Mais alors attention, le multirécidiviste, ce n'était pas celui qui avait tué sa grand-mère, son grand-père et son frère. Le multirécidiviste, en général, c'était le vagabond, c'était le voleur, c'était la prostituée, etc. Donc, on a envoyé massivement des gens dans les bagnes, ce qui était dans des conditions de vie absolument terribles. Clémenceau a fait de très beaux discours pour s'opposer à Gambetta, mais il a perdu. Et il y avait un nombre de morts absolument stupéfiant. On appelait ça la guillotine verte, d'ailleurs. C'est-à-dire, on envoyait les gens purger leur peine. En général, ils ne revenaient pas. Et donc, ils mouraient, d'aucuns à Cayenne, parfois en Algérie, parfois en Indochine, notamment. Alors, justement, je vais vous montrer ça. Toc toc. C'est vrai que ça serait bien d'avoir une assistante, non pas une assistante parlementaire, mais... Donc voilà. Là, vous avez des forçats, ici, voilà, qui partent de Saint-Martin-en-Retz, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, parce que c'est pas loin d'ici, hein, et qui partaient pour la Guyane. Voilà, défilé à la sortie du bagne. Il y en a un qui nous fait un petit... il me semble qu'il y avait un visage là. Et c'est une carte postale, hein, les gens s'envoient ça. C'est très sympa comme carte postale. Je passe de très bonnes vacances à Saint-Martin-en-Retz. Je vous embrasse fort. Voilà, donc ce qui m'amène justement à cette histoire de mauvaise graine. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'idée, mais là qui va vraiment, qui vient pratiquement aujourd'hui, on parle encore parfois, on a des ministres qui ont évoqué, qui parlent de sauvageons encore, ou comme on parlait il n'y a pas si longtemps, donc ça reste. Hein. Mais on a longtemps pensé qu'il y avait donc effectivement, de manière innée des pathologies, des tendances criminelles, et évidemment que quand on dit ça, on pense aux enfants, puisque qui sont les porteurs de cette mauvaise graine, enfin, qui sont ces mauvaises graines? Les enfants. Donc, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1935, enfin même plus tard, non, suis-je bête, 1935 d'ailleurs, non c'est ça,
on va massivement, en fait, enfermer les enfants. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement. C'est-à-dire que pas tous les enfants, bien sûr. Alors déjà, il y avait ce qu'on appelle la correction paternelle. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la correction paternelle, elle touchait pas seulement, elle touchait beaucoup les enfants de bien-nés. C'est-à-dire, quand il y avait des difficultés dans les familles, d'héritage, etc., le truc facile du père, c'était qu'en fait, s'il avait le droit, un droit sans retour, il pouvait, jusqu'en 1931, décider de placer son enfant, ce qu'on appelait en maison de correction, etc. Mais pour la plupart du temps, excusez-moi, mais la plupart du temps, en fait, ce placement des enfants, concernait plutôt des enfants vagabonds, des enfants qui avaient commis quelques délits, sans considération aucune du fait que ce sont des enfants, ou plutôt avec une considération complètement inversée par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était d'autant plus difficile avec eux que c'était des enfants qu'il fallait tenter de remettre sur le droit chemin. Mais ça pouvait toucher, moi j'ai lu des textes, c'est des petites filles de 5 ans, Violette, vagabonde, qui vendaient, alors justement elle s'appelait Violette, c'est pour ça que ça m'a touchée, parce qu'elle vendait des violettes, Violette, c'est un peu... Et donc elle s'est fait attraper comme ça par la maréchaussée, et puis elle passe devant un juge, donc on voit l'enfant placée devant un juge, et puis elle est envoyée, alors comme c'est une fille, au foyer des bons pasteurs. Bon, les garçons, c'était des colonies. Alors, les colonies, elles avaient, donc là, comme vous voyez, je vous en montre une ici. Les colonies, en fait, alors, vous l'avez des garçons, vous voyez des garçons, la tête de garçon. Lui, je ne sais pas à quoi il joue, celui-ci avec son képi. Il est assez étonnant, ce petit garçon. Donc, c'était... Il y avait le côté, effectivement, qu'on peut imaginer, de tous les abus, vous pouvez les imaginer, ils sont réels. Mais il y avait aussi des gens, justement, comme la maîtresse, qui... avait une perception sur l'enfance, plus généreuse, et pensait vraiment pouvoir éduquer les enfants. C'était pas que, parce que là je pointe l'aspect assez terrible, mais il y avait aussi une dimension progressivement, en fait, on s'est dit que peut-être on pouvait éduquer certains enfants, et notamment les sortir de leur milieu, c'est toujours pareil, pathogène. Alors, je vais vite, mais quand même, on va avoir jusqu'en milieu du XXe siècle une vraie bataille, en quelque sorte idéologique, entre ceux qui sont partisans du fait que, voilà, il y a des enfants dangereux, ma foi, c'est comme ça. Après, ils deviennent en général de futurs bagnards, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma pauvre dame? Et puis, non mais, je caricature, mais il y a vraiment cette vision assez noire, assez dure, et donc, mais qu'on va retrouver aujourd'hui. Et puis, au contraire, il y a des penseurs progressistes et qui vont finalement l'emporter. En 1945, ils l'emportent avec l'ordonnance du 2 février 1945, c'est quand même vachement important. Et qui vont dire non, alors les enfants déjà sont de la responsabilité de la société en général, et principalement, ils doivent être éduqués. Donc, le 2 février 1945, c'est De Gaulle, qui, après, vient des péripéties, notamment en 1912, d'avoir une première loi qui va aller dans le sens de l'éducation des enfants, et puis surtout quelques révoltes fondamentales de colonies, dont vous saurez peut-être celle de Saint-Martin, Belle-Île-en-Mer, pardon, dont parle Jacques Prévert, la fameuse chasse aux enfants, qui est assez atroce, vous connaissez ce poème, je suppose. Donc la chasse aux enfants, c'est 1934. Ça donne lieu en 1935 à la dépénalisation du vagabondage et à la fin de la correction paternelle. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des petits moments où on va rectifier en quelque sorte le tir de la répression. Donc là, je vous ai fait un petit point sur la correction paternelle, vous voyez. Donc voilà, les pères de famille inquiets du comportement de leur enfant pouvaient demander à l'autorité judiciaire l'incarcération de leur fils ou leur fille pour une durée limitée. Il s'agissait d'une mesure éducative. Voilà. Mais ce qui est stupéfiant, c'est la toute-puissance du père dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en aucune... Vous voyez, il n'avait aucune justification à donner. C'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, il se débarrassait de l'enfant. D'ailleurs, voilà, je reviendrai sur cette histoire. Bon, là, vous avez les 400 coups de Truffaut, que vous connaissez sûrement.
hein, où il y a le fameux Antoine Douanel qui fait les 400 coups, justement. Et la vraie vie de Truffaut, c'est un enfant qui a été, lorsqu'il fut enfant, il a été lui-même en maison de correction. Donc, en fait, il montre très bien dans ce film les déboires de cette enfance un peu marginale, on va dire. Voilà. Et j'ai pas fini ma... Si, c'est bon. Donc oui, ce que je voulais dire, 1945, De Gaulle, voilà, j'y reviens. Et bien, en fait, c'est important, parce que De Gaulle, il dit, en fait, dans l'ordonnance du 2 février 1945, il dit, d'accord, il va y avoir une justice pour les enfants. Enfin, c'est pas que De Gaulle, hein, mais bon. Mais cette justice pour les enfants, elle a deux fonctions. Une fonction, effectivement, coercitive, il faut corriger les délinquants, les petits délinquants, mais aussi une fonction, et principalement une fonction de protection. Et c'est la première fois qu'on reconnaît réellement qu'un enfant délinquant, c'est d'abord un enfant maltraité. Alors, c'est d'abord un enfant négligé. Et mine de rien, ça nous fait sortir progressivement, bien que ça ne soit pas gagné, du mythe que le crime serait simplement le fait d'un individu. D'accord ? La déviance, si tant est que le vagabondage soit une déviance, ça, il faudrait en discuter, eh bien, c'est d'abord le produit d'un milieu, du soin qu'on apporte ou pas. Je poursuis vite fait. Bon, alors, après, voilà, je voulais parler d'Alexis Vallon, tout ça, mais bon, parce que c'est pas dans les liens, mais j'en parlerai la prochaine fois. Donc, on arrive, alors, tout ça pour vous dire que les multirécidivistes, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, comment dire, et dont on va se débarrasser en les envoyant dans les colonies, dans les bagnes, pardon. En fait, ces multirécidivistes existent toujours, n'est-ce pas, mais sous une autre forme. Il y a toujours des gens qui récidivent, et surtout, il y a toujours ce qu'on appelle la politique du débarras. La politique du débarras, c'est une expression en fait inventée par Badinter, dans un bouquin qui s'appelle La prison républicaine. Alors, il revient sur toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et en fait, il explique que, alors, politique contre laquelle il s'est insurgé, non seulement, vous savez bien que Badinter, c'est d'abord l'abolition de la peine de mort, mais enfin, du coup, l'abolition aussi de tout ce qui consiste à traiter la délinquance comme quelque chose dont on doit se débarrasser. Vous voyez ? Bon, je continue, parce que c'est pas très clair mon affaire, je me rends bien compte. Alors, la politique du débarras, en fait, ça va, aujourd'hui, à la suite de tout ce qu'on a dit, malgré les petits progrès que j'ai indiqués aussi sur le traitement de l'enfant, n'empêche que, si Lombroso et Lacassagne ont gagné, c'est parce qu'ils ont accouché au XXIe siècle de cette fameuse idée de tolérance zéro, qui vient des États-Unis, mais qui existe en France de manière absolument évidente, depuis surtout quelques années. La tolérance zéro, c'est la politique du débarras. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique du débarras ? C'est quoi ? C'est l'idée que quand il y a des délinquants, d'abord il faut les identifier, et puis une fois qu'on les a identifiés, eh ben, on va s'en débarrasser. Donc on va les enfermer. D'accord ? Ça veut dire aussi, en substance, qu'une société saine, parce que c'est aussi toujours un petit peu en rapport avec la santé, tout ça, une bonne société, c'est une société débarrassée de toutes les impuretés. Et il y a toujours cette espèce de métaphore médicale, en fait, en quelque sorte. Microbes, mauvaises... voilà. Donc, il faut s'en débarrasser. Alors, après, plus clairement, qu'est-ce que c'est que la tolérance zéro ? C'est une vraie doctrine qui est née aux États-Unis dans les années 80-90, et qui, comme c'est indiqué ici, je vous l'ai écrit, vise à punir sévèrement les délinquants à la moindre infraction à la loi, en raccourcissant au maximum le délai entre le délit et la réponse judiciaire. La notion de tolérance zéro, si elle n'est pas définie, suggère par sa formulation qu'aucune infraction n'est tolérable et ou qu'il n'y a aucune circonstance atténuante. Je vous explique, elle a été notamment mise en pratique à New York par Rudy Giuliani dans les années 90. Bon, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Giuliani, il a lui aussi son Lacassagne, mais qui s'appelle Di Lullo, qui est disons-le, je peux le dire devant la caméra, qui est un sociologue d'extrême droite américain. Oui, parce qu'il extrêmement réactionnaire. Donc, il y a un idéologue, en fait.
et qui a influencé grandement cette politique de tolérance zéro, notamment, alors ça vous connaissez sans doute, hein, à travers l'idée de la Broken Window Theory. Ouais. Je m'étais dit, je vais le dire en anglais. La théorie de la vitre cassée, de la fenêtre cassée. Enfin bref. Ce que veut dire, dit Lulo, c'est qu'il n'y a pas de petit délit. Voilà. Il n'y a pas de tolérance zéro. Ce qui est un oxymore, parce que genre quand tu tolères, c'est impossible de tolérer zéro, en fait. Hein. Donc déjà, bon, allô, dit Lulo. Mais ça, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien l'effet. Parce que qui jette des cailloux? Pas le gros délinquant. Je veux dire, le gars, El Chapo. El Chapo, oui, il sait El Chapo. Il est en prison d'ailleurs, lui. Pour le coup, c'en est un que je n'ai pas envie de libérer tout de suite. Alors, El Chapo, c'est le roi de la mafia. Il ne va pas jeter des cailloux. Non, il ne va pas jeter des cailloux. C'est pas lui qui est visé par la tolérance zéro. Ceux qui sont visés, c'est donc les petits délinquants. Et l'idée derrière, hein, c'est vraiment, et à New York ça a très bien marché, c'est de nettoyer, vous voyez le langage, quoi, c'est de nettoyer la rue, d'enlever dans la rue, voilà, c'est ça, de faire au Karcher, merci Lisa de me rappeler que en France aussi nous avons eu ce goût de la propreté. Nous avons eu un président qui disait qu'il allait nettoyer la banlieue au Karcher. Mais oui, vous étiez tout petit à ce moment-là. Vous n'êtes pas encore traumatisé. Vous-même, ils sont à peine nés. Je crois qu'ils n'étaient pas nés. Bref, 2007, naissance. Voilà, c'est ça. Donc Sarkozy, vous vous rappelez, hein, et même c'était 2005, il n'était pas né, puisque c'était lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il utilisa lui aussi. En fait, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur français, s'inscrit dans cette idéologie. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée qu'on va traiter la délinquance en traitant en fait les effets de la délinquance sur, sur les effets apparents de la délinquance. Alors, je m'explique, par exemple, alors là, pour en dire une traduction contemporaine, aujourd'hui, on va nous dire que, oui, alors vous n'êtes pas vraiment dans l'insécurité, mais n'avez-vous pas le sentiment d'une insécurité? Ne vous sentez-vous pas un petit peu en insécurité? Oh ben si, monsieur le maire, moi je me sens en situation d'insécurité. Bah, petite dame, on va mettre des caméras, on va mettre... Voilà. C'est ça, la tolérance zéro, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas de prise de risque possible. D'accord? Mais en même temps, ce que la tolérance zéro indique aussi, c'est que forcément, pour que les rues soient débarrassées des délinquants, il faut bien les mettre quelque part, les délinquants. Donc, on va remplir les prisons. Voilà. Et on va dire qu'il y a des super predators. Ah, ça, je le dis bien. Ça aussi, c'est une invention des Américains, les super prédateurs. Non, sans rien, ça existe. Ça, c'est très étonnant. La théorie des super predators, c'est une théorie toujours menée par ces criminologues américains dont j'ai parlé tout à l'heure, qui disent que en fait, il y a des enfants, on ne dirait pas, enfin, ils ont toute l'apparence extérieure d'enfants. Souvent, comme par hasard, ils sont noirs ou hispaniques. Mais en tout cas, ils ne sont pas tout à fait des enfants et ce sont des super prédateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont on revient à cette idée de criminel né, en fait. Et c'est ce qui va justifier jusqu'en 2005, quand même, aux États-Unis, le fait qu'on puisse appliquer la peine de mort auprès des enfants, hein, des mineurs. Alors aujourd'hui, c'est aboli, c'est Obama qui a aboli la peine de mort auprès des mineurs, donc ça c'est quand même pas mal pour la démocratie. Cependant, il y a encore des États où on peut passer 20 ans en détention alors qu'on est incarcéré à 14 ans. Et pour des faits, encore une fois, vous seriez stupéfait parfois de la nature des faits. Hein, parce qu'on a toujours l'imaginaire, on se dit, oh, elle a bien fait quelque chose quand même. Ben oui, mais c'est toujours cette histoire de récidive. Parce que l'idée de récidive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes incurable en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire un lien entre les deux. Alors nous, aujourd'hui en France, ce qu'on fait, c'est qu'on enferme. On enferme beaucoup d'hommes. Ça aussi, c'est très intéressant. Ce qui prouve qu'il y a de l'idéologie quand même derrière. Donc là, je ne sais pas si on le verra bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui on enferme. Donc déjà, vous voyez, donc en France, on est les champions du monde. En gros, alors j'exagère parce qu'il faut dire la vérité, on n'est pas les champions du monde, c'est pas vrai. On est bien placés.
on est bien placé en termes d'enfermement carcéral. Et tout le monde s'accorde pour dire que la prison, il y a un avocat dans la salle, ne produit pas des effets. Voilà. Que la prison, en gros, la prison seule ne résout rien. Peut parfois, le moment d'arrêt de l'incarcération, peut-être, je ne sais pas, allez, imaginons que si c'est accompagné d'éducatif, etc., ça peut produire des effets, peut-être. Mais là, tel que c'est fait, voilà, par exemple, La Roche-sur-Yon, qui est la maison d'arrêt de France aujourd'hui la plus surpeuplée, quand vous êtes à 3 dans 9 mètres carrés, voire 4 l'été, voire 5 parfois, voilà, à part, je sais pas, qu'est-ce que ça peut bien faire? À part avoir le sentiment d'avoir été humilié fondamentalement dans son corps, qu'est-ce que ça peut produire comme résultat? Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est là aussi, truc bizarre, c'est que 97% des détenus sont des hommes et 3% des femmes. Donc là, on revient, alors pourquoi? Pour plein de raisons, qui sont, mais pas des raisons biologiques en vrai, mais que j'aurais bien du mal à toutes détailler. Mais par exemple, vous avez beaucoup plus de chances, messieurs, de vous faire arrêter, déjà, pour commencer. Voilà, déjà c'est ça. Hein. Pour commencer, pour être en prison, il faut se faire arrêter. Donc, les filles, bon, non, c'est pas un encouragement. Allez-y les filles. Voilà, donc on a plus de chances de se faire arrêter. Et puis, par exemple, pour les jeunes délinquants, donc c'est-à-dire pour les mineurs délinquants, je crois qu'on a le chiffre ici. Non, j'ai pas. Ils sont où? Voilà. Alors, du coup, il n'y a quasiment pas de filles, en fait. Parce qu'on va proposer de manière... Alors, c'est très complexe, hein, mais on proposera plus facilement aux jeunes femmes, aux jeunes filles, des mesures éducatives qu'aux jeunes garçons. Mais pas parce qu'on est féministe, en fait. Et parce que souvent, on projette sur ces garçons-là davantage de violence, etc. D'accord? Bien, nous avons sur 100 prisonniers, 18 étrangers. Donc, étrangers, ça veut dire étrangers, qui ne sont pas de nationalité française. En France, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, mais on sait de sources sûres que de nombreux détenus ne sont pas d'origine, sont issus de l'immigration, de manière absolument massive. Par ailleurs, et ça c'est un fait qui est triste, beaucoup de détenus ont un niveau d'études extrêmement bas, c'est-à-dire 5e maximum. Hein. Alors là, je n'ai pas le chiffre ici, je suis désolée, je n'ai pas trouvé de bon tableau. Mais donc un très faible niveau d'études. Donc plus on rentre dans les études, moins on a de chances d'être en prison aussi. Il y a aussi le fait qu'on est pauvre. Voilà. Essentiellement en prison, on est pauvre. Je pense que le point commun entre tous les détenus, c'est la misère quand même. Et ça date depuis toujours. Donc en fait, on enferme. Il y avait un sociologue américain, français, Loïc Vacan, qui avait écrit un petit livre au début des années 2000 qui s'appelait « Punir les pauvres ». Et qui avait fait un bouquin sur les prisons qui avait été pas mal lu. Ben, c'est ça en fait. Donc, bon, j'avais dit que... Maintenant, j'avais rien dit. J'avais pas dit que j'allais être optimiste non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, que faut-il faire? Eh bien, je sais pas. Mais déjà se dire que peut-être que ce qui est malade, c'est pas ce qui est à corriger, c'est pas l'individu tout seul, c'est impossible. Par contre, c'est un modèle social. Par contre, c'est un milieu. Et dans le milieu, je nous entends tous, en fait. Alors, du coup, il y a une institution, et Mazette, c'est donc Nicolas Sarkozy qui l'a créée, cette institution. Et oui, tout arrive. Hein, le contrôleur des lieux de privation de liberté, alors, qui fait un travail assez remarquable, c'est pour ça que j'en parle, hein, qui se tient à l'ombre de la République. Alors, à l'ombre de la République, en fait, c'est aussi un film de Stéphane Mercurio qui avait filmé le travail des contrôleurs des lieux de privation de liberté, notamment à la centrale de Saint-Martin-en-Laye. Bref. Alors, le contrôleur général, en fait, il va dans tous les lieux d'enfermement, dans tous les lieux où on aura tendance, nous, à se débarrasser. Donc, évidemment, d'abord les prisons, mais pas seulement. Les établissements de santé, voilà, tout ça. Bon, voilà, les chambres sécurisées au sein des hôpitaux. On peut aller aussi dans garde à vue, on peut assister à des gardes à vue. Hein. On peut, en fait, à chaque fois, le contrôleur général des lieux le contrôleur des lieux de privation de liberté. Donc aujourd'hui, c'est une contrôleuse générale, c'est Madame Simoneau qui est contrôleuse générale, mais elle a une équipe. Puis voilà, par exemple, l'année dernière, ils sont venus à Mazurel.
Parce que Mazurel, en fait, il y avait... alors, c'est soit à la demande, par exemple, des soignants, soit à la demande aussi des patients, soit des détenus. Enfin, tout le monde peut faire appel au contrôleur. Et là, parce qu'en fait, il y avait quelques abus. Et donc, on a pu faire des rapports. Et ensuite, ils n'ont pas du tout de, comment dire, de vocation à sanctionner. Ils ne peuvent pas. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font sortir de l'ombre. Et donc, on se débarrasse moins des gens, déjà, puisqu'on va en parler à chaque fois. Et donc ça, c'est grâce à Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On est dans le paradoxe. On est dans le paradoxe. Alors, pour finir, je voulais quand même rendre hommage à Landru. Parce que sans lui, on ne serait pas là ce soir. Hein? Non, mais je déconne un petit peu. Non, Landru, c'est notre premier serial killer en France. Vous savez ça. En fait, c'est officiellement, je pense qu'il y en avait avant. Mais voilà, donc Landru, il a donné lieu à tous les fantasmes possibles et imaginables. Vous savez, c'est celui qui séduisait des femmes et qui les mettait, c'est notre Jack l'Éventreur, quoi. Mais nous, c'est bon, il est assez fascinant. Et donc Colette, hein, je vous invite à lire ce qu'elle écrit sur lui, Colette, cette grande écrivaine. Séduisant, ce séducteur, correct certainement, faunesque, verlainien, comme on l'a décrit. Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence qui sait l'amour. L'amour. Pour ce qui est de sa ressemblance évidente avec l'ancien député, c'est Chaldy, le chez Chaldy de Caillot, frappe et gêne un moment, puis on l'oublie. On l'oublie quand on a vu l'œil de Landru. Je cherche en vain dans cet œil profondément enchâssé une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité, quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit au fauve encagé. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. Si ce visage effraie, c'est qu'il a l'air osseux mais normal, d'imiter parfaitement l'humilité, comme ces mannequins immobiles qui présentent les vêtements d'hommes aux vitrines. A-t-il tué? N'a-t-il pas tué? Nous ne sommes pas prêts de le savoir. Il écoute, il paraît écouter l'interminable acte d'accusation, débité sur un ton de messe triste, qui font le courage de tous les auditeurs. J'observe sa respiration, elle est lente, égale. Il extrait de son par-dessus noisette des papiers qu'il lit et annote, et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s'il n'a pas tué. Alors, pourquoi je lis ce long texte de Colette? Parce que je trouve ça intéressant, sa description, en fait, qui, en fait, l'a fait sans cesse aller et venir vers cette idée de monstruosité. Ce Landru, vous savez, il séduisait des femmes, et puis après, il les faisait brûler, en fait. Enfin, c'était quand même assez... il les tuait, d'abord, et puis il les faisait brûler. Puis il en avait séduit plein. Et en fait, il était extrêmement, c'était un homme assez affable, malgré cette photo. C'était un homme qui parlait, qui riait beaucoup. Il y a des traces de son procès où il fait des blagues, il a beaucoup d'humour, etc. Donc il est assez incompréhensible, ça c'est sûr. Mais du coup, on aimerait bien en fait que ce soit un monstre et en même temps il a l'air normal. Voilà, c'est le fameux, comme Dupont de Ligonnès, c'est bizarre, il était super sympa, Xavier. Je veux dire, on n'aurait pas imaginé qu'il tue sa femme. Enfin, on veut absolument que le crime soit porté sur le visage des criminels. Et ça, c'est vraiment un fantasme récurrent. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, en fait. Voilà. Donc, on va s'arrêter. Mais merci.